Bon, vous voyez ce truc-là, là c'est la liste de tous les machins que j'ai dit, tous les sujets que j'ai dit on fera ça un autre jour et tout, je vous en reparlerai, machin, on l'a jamais fait. Donc ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de piocher un petit peu dans ces sujets pour essayer de voir un peu ce dont on peut parler, parce que c'est pas que j'avais pas d'idée, mais il y a des choses à faire, quoi. On va essayer de baisser un peu cette liste. Alors qu'est-ce qu'on a? Les flèches enflammées. Dans les flèches enflammées, on fera ça un autre jour. Pourquoi est-ce qu'Alésia c'est en Bourgogne et pas dans le Jura? Ça on l'a déjà fait. Pourquoi est-ce que Lyon c'est nul et qu'on dit pas au chocolat? Non mais ça non, c'est pas ça, pas aujourd'hui. Ah, celle-ci elle est pas mal. Pourquoi est-ce que le concept de meilleure arme historique ou de meilleure armure historique n'existe pas? Celle-ci, elle est importante. On va parler de ça aujourd'hui. Générique. Bon, commençons par poser une idée. Quand on étudie le matériel, l'examen du contexte de ce matériel est absolument fondamental. Attendez, parce que je parle de contexte, mais en réalité je devrais plutôt évoquer les contextes, parce qu'il y en a toujours deux. Le premier, c'est le contexte de découverte, c'est-à-dire comment l'objet a été trouvé, ou à quel moment est-ce qu'il a été placé, là où on l'a retrouvé. Mais plus largement, c'est aussi la question des conditions dans lesquelles notre objet a été découvert. C'est pour ça que, très régulièrement, les objets découverts au 19e siècle, même s'ils ont fait l'objet d'un protocole strict, eh bien ils doivent être réexaminés, revérifiés. Parce que le protocole strict du 19e siècle, c'est pas le nôtre, et de très loin. Beaucoup d'erreurs d'interprétation ont été faites à cette période, qui ont conduit à des erreurs de datation, d'usage, de conservation, sans parler évidemment des éventuels détournements de faits historiques pour servir des intérêts politiques. Ne m'obligez pas à reparler des Gaulois encore une fois. Bref, le contexte de découverte est essentiel. Il permet d'avoir un premier recul sur un élément archéologique et le fixer dans le temps. Toutefois, il est un autre contexte qui parfois conduit à des erreurs de compréhension lorsqu'il est oublié. C'est le contexte d'utilisation. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un objet a été retrouvé daté à une époque qu'il était forcément utilisé à cette époque-là. Mais je vois venir, vous allez arrêter tout de suite parce que les théories folles d'épée utilisées par un arrière petit-fils ou je ne sais quoi, ça c'est du fantasme et il y a beaucoup plus simple. Prenons deux exemples au hasard chez les Gaulois. Oui, au hasard, oui, complètement. Le couteau de Tavan dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est là, eh bien en fait il a officiellement été retrouvé dans une tombe du Haut-Empire, tout de suite après la guerre des Gaules. Une erreur pourrait consister à dire qu'il est du Haut-Empire, mais en définitive il a été enterré avec une personne qui a vécu avant le Haut-Empire, donc pendant la guerre des Gaules. Cette découverte faisant également écho à d'autres types de couteaux existants pendant la guerre des Gaules, il est plus logique de considérer que le Tavan a plutôt vu Vercingétorix que l'époque d'après. C'est un souci qui arrive souvent sur les transferts de période, puisqu'une période est un élément défini dans le temps, qui permet de nous y retrouver nous aujourd'hui, mais c'est un peu arbitraire et ça ne change pas du jour au lendemain, tout est toujours très progressif. Par exemple, entre la bataille des Thermopyles avec les célèbres 300 et celle de Salamine, il y a un mois et demi grand max. Et ben en fait la première est classée dans l'époque archaïque et la seconde dans l'époque classique. Pourtant les techniques et les équipements des Thermopyles correspondent déjà assez bien à ce qui se fera à l'époque grecque classique. Je fais quand même un effort, je trouve, j'ai fait une illustration avec du grec, et non, on va repasser sur du gaulois, moi j'aime bien, voilà, puis vous aimez bien aussi. En 2004, on a découvert à Tintignac, en Corrèze, un exceptionnel dépôt d'armes, d'objets, de trucs, enfin bref, c'est très rare et probablement encore à ce jour, une des plus incroyables découvertes gauloises. La datation est formelle, ce dépôt date du 1er ou du 2e siècle avant Jésus-Christ. Seulement voilà, il est très clair que beaucoup des pièces, en plus d'être étranges, sont beaucoup plus anciennes que ça. Et là se repointe le spectre de la différence entre le contexte d'utilisation et le contexte de découverte. Mais je vous reparlerai de Tintignac un jour avec des jolies reconstitutions, ce sera fantastique. Et je sais que je fais un sujet pour faire baisser la liste et que je l'augmente en cours de route. Ne soyez pas désobligeants, vraiment. Mais du coup, est-ce que vous voyez où je vais en venir avec cette longue introduction, mais qui n'en est peut-être pas une? Non, c'est pas une blague Twitter d'insister lourdement là-dessus, mais en archéologie, le contexte est absolument indispensable. Indispensable. Parler du meilleur casque, de la meilleure armure, de la meilleure arme, cela n'a de sens qu'à une époque définie, dans une utilisation définie. L'histoire est un éternel jeu d'action et de réaction, et si vous sortez de ça, en fait vous sortez de tout. Alors pourquoi est-ce que le contexte, grâce au contexte en tout cas, on peut comprendre que la meilleure arme historique n'existe pas? Je vais vous faire un petit exemple pour comprendre. J'ai vu passer une vidéo sur YouTube, ou je ne sais où d'ailleurs, qui disait que le casque spartiate était le meilleur casque historique, qu'on n'en avait jamais fait de meilleur, blablabla. Je vais vous éviter les comparatifs rigolos absurdes de casques spartiates pendant le débarquement allié en Normandie. Ça aura une sacrée gueule, mais l'issue aurait peut-être été un peu différente. Pour la France! Ouais non, en fait non. Oui non, c'est pas très pratique, clairement.
Dans ce casque, on va le comparer tout simplement avec ceux des Romains, on va pas aller trop loin. D'ailleurs, c'est pas un casque spartiate, c'est un casque corinthien. Casque spartiate, ça veut juste dire qu'on a vu 300, hein. Voilà. Enfin, donc le casque corinthien, c'est un casque en bronze, lourd, couvrant parfaitement la tête, et souvent les oreilles, avec une vision correcte mais limitée, et parfois un cimier au-dessus. Le fait qu'on puisse pas voir énormément sur les côtés ou entendre correctement, c'est pas un gros souci, parce que le contexte de combat du guerrier grec, c'est la phalange. Donc c'est un gros mur de combattants, solide, inflexible, un bloc. Tout ce qui se passe devant, et c'est tout. Mais seulement nos amis romains sous l'Empire, eh bien ils ne font plus la phalange depuis un bon bout de temps, parce qu'ils préfèrent les formations plus légères, plus maniables, avec des rotations de lignes avant complexes pour garder leurs hommes les plus frais et combatifs possibles. Dans ce contexte, entendre les ordres, voir ce qui se passe avec ses camarades et être mobile et réactif, c'est absolument primordial. Un légionnaire romain avec un casque corinthien, il va mourir en un claquement de doigts, merci monsieur dame, et puis, retourner rendre le casque à ses ancêtres. Pas terrible. Puis en plus de ça, il va mettre en danger tous ses compagnons, accessoirement. C'est pas parce qu'une armure couvre plus qu'elle est plus efficace. Ça dépend du contexte dans lequel elle est portée, et pourquoi. Si je devais faire un autre exemple peut-être plus facile et plus simple, un archer du 15e siècle, pour porter la meilleure armure de son époque, il va porter un harnois blanc, l'armure complète. En fait, ça lui servira pas à grand chose, il arrivera même pas à tirer. Du coup, il va pas pouvoir faire son travail, et ça sert à rien. Dans un autre genre d'histoire, ne vous faites pas avoir. C'est pas parce que les périodes sont vieilles qu'elles sont semblables. Entre le casque corinthien et les casques romains de l'Empire, il y a 5 siècles. Vous imaginez dire à un soldat français que vous connaissez, qui va bientôt être envoyé au Mali, là, avec une armure de chevalier du 15e siècle? Moi je crois la question, elle est vite répondue, il va faire la gueule. Et vous savez pourquoi plus on avance dans le temps et plus ça vous semble absurde les mélanges? Parce qu'en fait plus on avance dans le temps et plus les techniques se rapprochent naturellement de nous. C'est pour ça que les périodes les plus anciennes nous paraissent si lointaines, parce qu'en Europe on a beaucoup trop tendance à réfléchir en termes d'évolution, d'innovation, et pas assez en termes de proximité. Techniquement, il y a une vieille tendance à rejeter tout ce qui fonctionne depuis longtemps pour des pseudo-innovations, alors que beaucoup d'artisans travaillent encore parfaitement avec des méthodes qui ont parfois plusieurs millénaires d'existence. Et plus on se rapproche de la période contemporaine, plus les choses nous semblent palpables et faciles à percevoir. C'est une simple question d'approche culturelle du passé. Bon après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut pas tout rapporter à notre époque pour comprendre l'histoire, ça serait une très grave erreur, mais l'important est de réussir à trier ce qui peut changer de ce qui ne peut pas changer. J'ai lu aujourd'hui sur Twitter, quelqu'un a affirmé qu'au Moyen-Âge on pouvait utiliser le vinaigre pour protéger les armures de la rouille. Et pour le coup, en termes de chimie, rien n'a changé, hein. Le vinaigre, ça fait rouiller les armures, ça ne les protège pas. Ça ne les protège pas. Pas du tout. Bref, je digresse, mais notez ça. Tout élément historique est le plus efficace dans son contexte d'utilisation. Les soldats ne sont pas énormément armurés quand ils ont des grands boucliers. De la même façon, les boucliers deviennent plus petits parce qu'on commence à utiliser des armures réellement efficaces sur les jambes. Les armures elles-mêmes sont abandonnées parce que les armes à feu deviennent trop puissantes et trop répandues, etc., etc. La meilleure arme n'existe pas, la meilleure armure non plus, parce que l'évolution fait qu'on trouve toujours quelque chose pour la contrer, et qu'on utilise toujours le meilleur équipement disponible pour une activité définie. Exactement comme vous ne vous habillez pas de la même façon pour aller à la piscine ou chercher du pain. Enfin, du moins je l'espère pour vous. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce petit hors-série, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like si ça vous a intéressé. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures historiques, et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.